Voilà. OK. Alors, je disais bonjour à tous. Merci d'être là pour le sixième webinaire organisé dans le cadre du projet AfroScreen, qui sera donné par le docteur Moussa Moïse Diane, qui est responsable de la plateforme génomique à l'Institut Pasteur de Dakar. Et il va nous parler de l'impact de la méthode génomique dans la recherche et la réponse aux épidémies. Donc, je te laisse partager ton écran, Moussa. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je Oui, n'entends personne. nous t'entendons, oui. Allô? Oui, on vous entend. Nous t'entendons, Moussa. Allô? Nous t'entendons très bien. Très bien, oui, je vous entends maintenant. Parfait. Ok, super. Donc, je vous prie de m'excuser de ce retard. Il y a eu des petits soucis techniques. Et donc j'ai un peu bataillé pour pouvoir me connecter. Mais on va vite rattraper ce petit retard. Je laisse donc, Nicole et Estelle peut-être m'introduire. On t'a présenté pendant que tu nous entendais. Il y a eu le temps, hein? Tu peux commencer. Parfait, Vas-y. parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous partager. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Oui, c'est très bien. Très bien, merci. Donc, voilà, merci et merci de ce honneur de pouvoir présenter aujourd'hui, de faire une petite présentation sur donc l'impact de la métagénomique. On va parler un peu de métagénomique dans la recherche, dans la réponse aux épidémies, dans le cadre du consortium AfroScreen. Et, et donc, c'est vraiment un cadre où on va juste faire une sorte de portfolio de ce qui existe déjà et, et de discuter, de surtout échanger à un moment ou un autre durant cette présentation. Et donc, donc on parle d'abord de pandemic preparedness, donc de la nécessité d'être prêt aux potentielles pandémies qui arriveront. Pourquoi? On a l'exemple flagrant de SARS-CoV-2, donc dont le premier cas a été signalé le 1er décembre 2019 et il a fallu attendre près de 42 jours pour avoir donc le premier génome viral publiquement partagé à à la communauté. Et ce qui a permis après donc la cascade avec la mise en branle de production de kits, euh, certains plus ou moins réussis. Et après 8 mois après donc la mise en place de près de 800 000 tests, à peu près de 6 millions de tests produits par jour. Donc il est extrêmement important d'être très bien préparé. Et et donc, qu'est-ce qui est nécessaire donc dans cette préparation aux pandémies? C'est donc la capacité de faire des tests, évidemment, avoir donc des stratégies de réponse qui sont optimales et déployables immédiatement pour donc procéder à la riposte dans le cadre d'une épidémie avant qu'elle devienne une pandémie. Et pour être encore plus optimal, on a besoin d'avoir un diagnostic qui est donc sans biais, qui est donc de façon, on dirait, agnostique, c'est-à-dire en gros qui pourrait permettre donc d'avoir une vision assez large de ce qui pourrait causer quelconque épisode épidémique. Et idéalement, bien sûr, donc d'avoir des informations sur la condition des personnes impliquées. J'entends aussi les patients, plus donc du pathogène. Et donc, identifier des pathogènes. Donc, à gauche, vous verrez qu'il y a d'énormes efforts qui doivent être faits. On parle de culture cellulaire, on parle donc de tentatives d'isolement. On essaie de voir le profil, le phénotype bactérien. Et tous ces éléments-là nécessitent du temps, de l'argent et tout ça est vraiment critique dans la réponse. Et ce qui est intéressant dans le sujet d'aujourd'hui, donc la métagénomique,
donc cette surveillance métagénomique, c'est qu'elle peut être une opportunité pour une surveillance de type 1F, donc transdisciplinaire, comme vous voyez sur l'image de droite, où on utiliserait donc la métagénomique comme un moyen d'harmoniser les méthodes de travail, la méthode de collecte d'échantillons, de données, avec des éléments clés comme le changement climatique, tout ce qui est globalisation, voyage, etc. Et donc, cela pour comprendre un peu l'importance de cette surveillance génomique, mais de cette surveillance métagénomique, avec juste une image que beaucoup d'entre nous connaissent, l'évolution de séquençage avec les premières générations de séquenceurs, avec les Sanger et les approches Sanger qui permettaient donc d'avoir des fragments de 500 000 paires de bases qui étaient qualifiés de short read. Puis il y a eu une seconde génération de short read sequencing avec ce qu'on appelait le next generation sequencing ou deep sequencing avec notamment Illumina, où on avait donc des fragments un peu plus petits, mais qui permettaient d'avoir une génération de données en parallèle beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante. Et un peu plus récemment, en troisième génération, on a ce qu'on appelle les long read sequencing avec notamment PacBio, mais surtout Oxford Nanopore, qui est en train de devenir un leader mondial. Et en termes d'évolution de la surveillance du séquençage de nouvelles générations, on parle là maintenant de millions de réactions en parallèle, bien sûr, avec une résolution extrêmement pointue, une très grande sensibilité, une rapidité pour obtenir donc des données qui est phénoménale, avec un coût réduit de plus en plus. C'est vrai que c'est toujours pas donné, mais le coût est de plus en plus réduit. Et surtout maintenant, c'est une approche qui est applicable aussi bien au niveau clinique que dans des programmes de recherche. Et là, le diagramme montre à quel point on a augmenté, on allait crescendo dans la production de données d'ADN par jour, par machine, entre les années 70 et donc les années 2010, avec notamment les pionniers, les leaders qui sont Illumina, Oxford Nanopore, PacBio et maintenant BGI qui essaient de vous montrer des outils qui doivent être, qui en tout cas sont à observer. Alors, tout ce qui nous intéresse pour les maladies infectieuses, donc on a donc ce qui nous intéresse, c'est le patient, le cas, on va dire entre guillemets. On a différents types d'échantillons, donc avec différents types d'ARN. Alors, on a ce qu'on appelle le whole blood, donc le sang total, où on a beaucoup de matériel génétique de l'hôte. Alors, en légende, en rouge, c'est tout ce qui est matériel génétique de l'hôte et en bleu, tout ce qui est matériel biologique microbien de façon globale. Et durant l'infection, on voit qu'on a très peu, on a une quantité infinitésimale de microbes en termes de matériel génétique qu'on peut quantifier dans le sang total. Alors, dans le sérum qui découle du sang total, après donc centrifugation ou dans le plasma, on a 10 à 100 fois moins de matériel de l'hôte qu'on peut retrouver, ce qui est déjà une sorte de déplétion. On en reparlera plus tard. Dans le liquide cérébrospinal, on a également essentiellement de l'hôte, on va dire du matériel génétique de l'hôte, quand on a 0% de microbes lorsqu'on n'a pas d'infection. Et lorsqu'on est en phase d'une infection, on a un peu moins, entre 1 et 5% de matériel génétique qui appartiennent donc aux parasites. Et donc, dans tout ce qui est tractus respiratoire, on a généralement également donc 95% de l'humain et 5% de microbes. Au niveau nasopharyngé, donc nasal ou oral, on a donc 50 avec 50% de microbes et la plupart du temps des bactéries. Et au niveau rectal ou vaginal, donc c'est un peu le même principe avec donc 50% de microbes qui sont également des bactéries, souvent commensales. Et donc là, vous regardez, vous voyez que donc on a un landscape de différents pathogènes qui peuvent orienter sur le matériel d'intérêt pour une analyse donnée, que ce soit du séquençage
ou une activité moléculaire en l'occurrence, en sachant où on a plus de chances d'obtenir donc une réponse en termes de microbes en cas de non-hôte. Alors, en termes de boîte à outils pour le NGS, on a donc différentes approches. Donc, le séquençage qu'on appelle whole genome sequencing pour avoir donc tout ce qui est du matériel total, donc tout le génome complet du virus, avec comme matériel de départ initial, idéalement donc un isolat, mais bon, ce n'est pas forcément le cas. L'approche est, on va dire, sans biais, avec donc des amorces aléatoires. Et en gros, qu'est-ce qui est séquencé? C'est l'organisme d'intérêt. Et le résultat, donc, c'est donc bien entendu la séquence d'ADN ou de gènes ciblés de façon globale. Et en amplicon sequencing, donc là, on a une approche vraiment là justement ciblée, donc déjà biaisée. Donc, on part de l'ADN, de l'ARN d'un échantillon quelconque. On utilise des amorces qui ne sont pas aléatoires, mais des amorces spécifiques. Et ce qui est séquencé, c'est donc toujours l'organisme d'intérêt. Mais là, en termes de résultats, d'output final, on a une zone cible spécifique qui est ciblée. Et ça rappelle ce qu'on a fait avec COVID, où on avait donc une phase d'amplicon-based sequencing, où on a ciblé spécifiquement donc le génome complet donc du SARS-CoV. Après, donc, pour ce qui, en général, ce qui est bactérien, on va aller rapidement avec le 16S et le 18S, pour ce sont des ARN ribosomaux. Et ceux-là, donc, c'est une approche également ciblée, avec donc des amorces spécifiques de ces deux gènes, et qui vont donc uniquement cibler, amplifier et permettre donc d'obtenir donc des données de ces ARN ribosomaux qui permettent l'identification, en gros, des bactéries ou d'autres pathogènes eucaryotes. Et on a donc l'approche métagénomique, shotgun, qui peut parfois être proche du whole genome. On part d'un échantillon donné, on a des amorces aléatoires parce qu'on ne cible rien. On va donc sans biais. On a donc, qu'est-ce qui est séquencé évidemment? Donc, c'est tout l'ensemble, tout l'ARN ou l'ADN donc de l'organisme qui est dans des organismes qui sont dans l'échantillon. Et comme données, on a donc les séquences, que ce soit des séquences d'ADN ou d'ARN. Et voici les différents cas dans lesquels sont utilisées ces différentes approches. Donc, le whole genome pour la recherche fondamentale, généralement, pour faire de la phylogénie derrière, ou de l'amplicon-based pour généralement de l'épidémiologie génomique, comme on a fait avec le SARS-CoV-2 pour suivre donc les chaînes de transmission ou la diffusion des lignées. On a donc le 16S et le 18S qui sont utilisés également pour tout ce qui est études exploratoires, mais donc dans le cas des études environnementales, surtout les bactéries, donc, comme on disait, et la métagénomique, surtout dans le cas de la recherche, dans le cas des épidémies, ou également pour identifier des co-infections. Et ça, c'est une image, donc, juste pour illustrer la différence entre amplicon-based sequencing et métagenomic sequencing, où on voit que les amorces ciblent, dans le cas d'amplicon sequencing, un gène ou un ou plusieurs gènes donnés, tandis que le séquençage sans biais va donc essayer de couvrir tout le génome de tous les organismes dans l'échantillon. Alors, cette image est en gros la comparaison entre les différentes méthodes présentées. Alors je vais essayer d'être assez succinct sur la description. Alors, vous voyez qu'on a de l'amplicon Illumina, de l'amplicon nanopore, de la métagénomique Illumina, de la métagénomique nanopore, de capture Illumina. Alors, si on va s'intéresser aux flèches vertes qui sont donc qui ciblent essentiellement les cleaned maps, c'est-à-dire en gros les données qui ont été finalisées, nettoyées après toutes les analyses bioinformatiques. Elles sont en rouge foncé. Et donc, lorsqu'on regarde, on compare le pourcentage de données nettoyées, donc finalisées, pour chaque d'une approche à l'autre, on se rend compte aisément que les approches métagénomiques qui sont donc au milieu donnent des données plus faibles en termes de quantité, on va dire en tout cas, que les autres approches, c'est-à-dire les approches d'amplicon nanopore ou d'amplicon Illumina,
tout simplement parce qu'elles sont beaucoup moins sensibles par essence, puisqu'elles sont déjà plus larges et que l'amplicon a tendance à justement amplifier et à donner plus de chances donc d'avoir des données, des données en quantité. Et donc là, c'est vraiment un élément qui montre à quel point donc le entre guillemets, le défaut de la métagénomique, c'est le problème de sensibilité. Et quels que soient les CT, le pattern est le même, quel que soit le virus. On voit ici Uzutu, West Nile, Yellow Fever et Zika, si vous regardez donc les noms à droite. Et à gauche, vous voyez donc les valeurs de CT, et vous constaterez que le même profil est observé. Mais donc, quand utiliser la métagénomique, on l'avait dit, hein, pour identifier de nouveaux pathogènes. Donc, c'est une méthode sans biais pour la détection donc des épidémies, pour la prévention évidemment, parce qu'on ne sait pas, on cherche ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne connaît pas, pour caractériser donc tout ce qui est organisme présent dans un échantillon donné et pour identifier donc les co-infections. Alors, ça, c'est le pipeline de base donc, de la métagénomique. Donc, on a des différents types d'échantillons qui peuvent provenir de différents types d'organismes. On effectue donc une extraction d'ARN ou d'ADN ou des deux d'ailleurs. Alors, la phase de préparation des librairies qui va consister d'abord à éliminer ce qu'on appelle le matériel génétique de l'autre. Par éliminer, on appelle ça cette phase, la phase de déplétion, qui va essayer donc, autant que faire se peut, de réduire le pourcentage donc, de génome de l'autre. Puis, on va fragmenter donc les brins d'ADN en petits brins, puis en brins plus courts en tout cas, procéder à ce qu'on appelle donc la tagmentation en rajoutant donc tout ce qui est adaptateur et barcode pour pouvoir identifier les différentes molécules avant donc de passer au poolage des différentes librairies et de procéder au séquençage, donc que ce soit dans une approche long read ou short read, c'est-à-dire donc Oxford Nanopore ou Illumina. Puis donc le processus d'analyse de données bioinformatiques qui va suivre pour aboutir à l'identification des pathogènes. Alors, donc, juste un exemple de ce on avait fait il y a quelques temps avec donc des captures de moustiques fait au milieu et à la fin du Sénégal. On avait donc capturé des moustiques domestiques et péridomestiques. Et on les avait capturés, on les avait donc on avait fait un screening des arbovirus, d'un certain nombre d'arbovirus, screening moléculaire. Et lorsqu'on avait donc des cas positifs, on essayait de faire de l'isolement. Maintenant, il s'avérait quelquefois, bien entendu, que ces isolements ne marchaient pas ou que finalement le screening moléculaire ne donnait rien. Et là, on avait cependant un effet cytopathique uniquement, sans observation de PCR positif. Donc, en gros, des échantillons ayant été PCR négatifs, mais ayant eu un effet cytopathique, ce qui était caractéristique dans la présence d'un virus. Et donc, on a passé tous ces échantillons en métagénomique. Donc, c'était 7 échantillons sur la pléiade de moustiques qu'on avait reçus, ce qui avait permis d'identifier certains virus. Et là, je vous présente l'un d'entre eux, donc un virus de la famille des mésonovirus, donc 20 000 paires de bases environ, et pour lesquels on avait fait des analyses de distance génétique qui nous a permis de montrer qu'on avait affaire à un tout nouveau virus au sein donc de cet ordre, de cette famille des nidovirales. Et ceci avait permis donc plus tard de pousser la réflexion, de faire donc de la microscopie pour observer le virus, pour faire d'un peu plus de phylogénie et donc de finalement conclure au fait qu'on avait rapporté le premier mésonovirus donc au Sénégal déjà, et que ce virus était vraiment une nouvelle espèce appelée junkie virus. Et donc ça montre comment le NGS peut permettre de détecter et de permettre de découvrir de nouveaux pathogènes ou de nouveaux virus.
Et après, donc, de ceci découlé dans des études de prévalence, des études de caractérisation phénotypique et des études de compétences vectorielles, où on avait observé notamment que le virus pouvait être transmis par tous les vecteurs d'arbovirus connus. Et donc, un autre exemple avec une souche qu'on appelait ARD 9870, qui avait été capturée chez Célia Gambier, qui était un pool de moustiques collecté en 1969 à Bandia, au Sénégal. Et donc, cette souche avait été initialement, donc en 1970, elle avait été catégorisée comme étant une souche de Ilécha, qui est une espèce virale de la famille des Fidiviridae, mais Ilécha avec donc les méthodes classiques, donc tout ce qui est plaque essai, IFI, etc. Alors, on s'est amusé à regarder dans notre souche-tech, à regarder ces souches caractérisées initialement. On a fait donc une analyse métagénomique, en rétrospective donc, et on s'est rendu compte, entre autres, que cette souche, qui initialement avait été catégorisée comme Ilécha, était finalement le virus bataille, qui est un virus, on va dire, de la même famille. Donc, antigénétiquement, c'est très difficile de les différencier, mais in fine, au niveau génétique, on arrive à identifier que nous avons affaire là à plus à bataille qu'à Ilécha. Et les analyses phylogénétiques l'ont montré, avec en gros point là, vous voyez donc notre souche d'intérêt qui clusterise très bien avec le groupe des batailles et non avec le groupe des chats qui est en bleu ciel. Et donc, et là, ça a encore plus d'importance car ça montre que la seule souche de bataille qui avait été isolée initialement était en Ouganda en 67 et que maintenant, cette petite trouvaille montre que le virus peut être diffusé un peu plus largement d'est en ouest au niveau du continent. Alors, une autre étude, et je pense qu'avant de passer aux méthodes de séquençage, c'était de voir un peu la caractérisation du microbiome pendant la saison des pluvieuses au Sénégal. On sait que le microbiome est très dynamique et donc est dépendant des conditions environnementales et qu'il est donc, il pourrait ou il influence même les interactions avec du moustique avec les pathogènes. Et est-ce que maintenant, les microbiotes, les espèces donc qu'on trouve au niveau de ce microbiome ont tendance à proliférer ou à être totalement atténuées en fin de saison des pluies, ou alors la présence ou l'absence de ces microbes peuvent altérer la compétence de certaines espèces de moustiques, notamment des espèces d'Aedes. On a capturé donc des moustiques au niveau de la zone de fatigue, donc au niveau de l'est du pays et à Kédougou, au niveau de l'est, et pendant la saison des pluies. Et on a donc essayé de caractériser, donc au début de saison des pluies, en fin de saison des pluies, le microbiome de ces pathogènes, en sachant que on a observé que la plupart des arbovirus qu'on a détectés sont identifiés en fin de saison des pluies. Donc, on a essayé de voir le microbiome au niveau bactérien, le microbiome viral par différentes approches. Donc, l'approche métagénomique 16S et une approche métagénomique RNA-seq pour les virus. Et bien sûr, donc, des méthodes d'isolement en parallèle. La méthode 16 pour l'amplicon sequencing, où on a juste, donc, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, procédé donc à l'amplification donc du gène 16S par des armoires spécifiques avant de constituer des librairies qu'on a poolées, puis on a quantifié avant de processer dans un MySeq pour l'analyse de bioinformatique. Et on a observé, bien entendu, donc au niveau donc du microbiome, ce qu'on appelle ERS, donc en la période au début de la saison des pluies, et LRS pour late raining season, c'est en fin de saison des pluies. On observait donc qu'il y avait déjà un microbiome différent d'une phase à l'autre, comme le montre cette image de Permanova. Donc, la communauté bactérielle, donc la structuration de cette communauté bactérielle diffère entre le début de saison des pluies et la fin de saison des pluies.
Et là, on a observé, entre autres, plusieurs bactéries, mais on a observé notamment que on avait une importance significative de la présence de bacillus pourrait avoir une ceci reste donc être épluché. Et en termes de virome, on a procédé avec la même chose. On a trouvé un certain nombre de virus, des virus spécifiques d'insectes, mais également donc la présence des virus spécifiques d'insectes de type coronavirus, alpha-mesomyvirus, uniquement donc en fin de saison de pluie et qui pourrait avoir un impact également. Et donc, c'est donc des données qui pourraient euh, susciter d'autres expérimentations pour trouver un, un lien, en tout cas, entre la présence de ces pathogènes et donc des virus d'intérêt en santé publique. Alors, en dehors des méthodes classiques qui ont permis d'avoir ces résultats, on a d'autres approches, comme ce qu'on s'est appelé MSSPI, pour Metagenomic Sequencing with Spiked Primer Enrichment. Donc, cette méthode, comme le titre de son nom l'indique, c'est une méthode métagénomique, mais pour laquelle on a rajouté des amorces spécifiques d'un pathogène. Et donc, en gros, il suffit juste de prendre l'échantillon clinique et donc de refaire une reverse transcription, non seulement avec des amorces aléatoires comme on le ferait pour la méthode initiale précédente, mais également avec des amorces, on va dire, spécifiques du virus d'intérêt, que ce soit le virus Zika, West Nile ou de la dengue. Puis, on procède de la même manière qu'on ferait avec la métagénomique classique, en mettant maintenant, en fragmentant donc ces librairies, là en l'occurrence avec des transposases. Puis, on procédera à l'amplification de ces librairies. Et à la fin, de façon optionnelle, on pourrait même procéder à une capture hybride, mais là, on reviendra plus tard, de ces librairies avant de les séquencer. Et dans cette méthode, l'avantage donc d'avoir une approche métagénomique, donc sans biais, tout en quand même nous donnant une chance de cibler quelques pathogènes d'intérêt. Et donc, on peut aisément donc avoir cette approche et rajouter des amorces de COVID, par exemple, qui permettrait donc de donner plus de chances, donner une meilleure sensibilité dans le cas de séquençage. Et donc là, c'est un exemple typique d'un projet où sur près de 10 000 participants qui étaient positifs soit en HIV, en HPV, en HCV, ils ont procédé à cette approche donc de séquençage pour voir donc s'il y avait de potentielles co-infections. Et ils avaient mis donc une approche métagénomique sans biais, en plus d'amorces spécifiques pour ces virus ciblés, HBV, HIV, HIV. Et donc, ils ont pu facilement trouver, pour résumer, de nouveaux, d'autres virus. Donc là, si vous voyez bien en rose, là, nous avons des HDV, de la dengue, des rhinovirus, de l'influenza A. Donc, pas mal de virus en plus de ces virus d'intérêt qu'ils avaient trouvé parce qu'ils avaient mixé différents types d'échantillons dans ces études. Et en plus, ils avaient trouvé deux nouveaux virus durant cette étude et qui pourraient être, donc l'infection à l'homme pourrait être attribuable à des phénomènes de spillover. Alors, on a une autre méthode qu'on appelle la déplétion par hybridation, donc qui s'appelle DASH pour Depletion of Abundant Sequences by Hybridization. Alors, cette méthode utilise l'approche CRISPR-Cas9. Donc, CRISPR, je pense que tout le monde en a entendu parler. CRISPR-Cas9, qui sont les ciseaux moléculaires qui permettent donc, à la manière des bactéries qui se protègent des phages, de sectionner des zones spécifiques du génome, d'un génome donné. Et donc, il permet donc de faire ce qu'on appelle l'édition génomique. Donc, et donc de cibler réellement donc un motif d'intérêt pour faire une coupe, si je peux dire ainsi,
Et donc, cette approche CRISPR-Cas9 a montré son habilité à éliminer une grande capacité, un grand nombre de background, donc de bruit de fond de l'hôte, donc que ce soit un hôte humain ou animal, dans les différentes librairies générées. Et donc, cette méthode permet donc, là, vous allez voir dans cette description, donc, dans la slide, vous verrez comment faire pour préparer donc, ce système, grosso modo, CRISPR-Cas9, donc dans la description ici. Et donc, grosso modo, on a donc le modèle CRISPR-Cas9 qui est fait, puis les molécules d'ARN sont coupées à des sites voulus, donc ciblés. Mais avant cela, donc, il y a donc fabrication, donc construction des librairies, donc de manière classique, avec donc là les ADN ou les ARN qui sont donc tagués par les adaptateurs. Puis on les dash, comme on dit, avec donc le modèle CRISPR-Cas9, donc avec des coupures spécifiques qui vont éliminer donc les molécules non désirées. Donc sur le dessin, on voit que les jaunes ou les oranges sont potentiellement donc les molécules de l'hôte qu'on veut éliminer, et donc les violets celles des pathogènes. Et donc, à la fin, on aura une augmentation de nombre de librairies du pathogène parce qu'on va procéder après à une phase d'amplification avant le séquençage. Et donc, un exemple de l'impact de cette approche. Alors, on a 3 types de patients ici dans cette étude où on voit en bleu le profil d'un échantillon non traité et on orange le profil d'un échantillon traité. Et on constate on arrive à très bien que le chromosome M humain, donc avec le 12S et le 16S, ne sont pas duplétés lorsqu'il est pas chez l'échantillon non traité, alors qu'on a très peu de signaux chez l'échantillon traité. Donc, comme on dit, entre guillemets, dashé. Et le même profil est observé pour les 3 patients. Et en ce qui concerne les pathogènes, donc les 3 patients avaient des pathogènes différents, donc des infections différentes, avec notamment des ténias. Et donc, on voit bien que le orange prédomine au niveau pathogène, chez les personnes traitées. Et donc, c'est l'échantillon traité, pardon. Donc, ce qui montre qu'on a que la déplétion a très bien fonctionné. Et comparativement à l'échantillon où il n'y a pas de traitement, et donc on a une meilleure résolution, une augmentation de la couverture, en tout cas, des pathogènes. Et là, on parle d'augmentation de plus de 5 fois celui obtenu chez l'échantillon non traité. Alors, on a une autre approche qui est en fait similaire à l'approche DASH, qui est le CRISPR Enhanced Metagenomic NGS. C'est en fait une version, on va dire, entre guillemets, commerciale du procédé précédent, donc de la méthode DASH. Donc, on va toujours prendre l'échantillon d'intérêt, en l'occurrence l'ARN, on va construire les librairies, on va faire un clean-up avec le CRISPR-Cas9, comme on l'a fait tout à l'heure, et on va procéder à la phase du séquençage métagénomique sans biais. Et donc, vous voyez que là, en fait, c'est une approche où on a eu une amélioration du processus précédent en termes de rentabilité, mais grosso modo, le principe est le même avec une phase, donc, vous voyez, de préparation de Cas9 et de 10 minutes, une phase de digestion, donc, de la lise, donc, de Cas9 de 1 heure, et donc, c'est un processus relativement rapide. Et il y a cette comparaison intéressante qui a été faite entre ce kit CRISPR Clean Plus Stranded de Jump Code et Illumina Ribo 0, qui est une méthode de référence. Et on voit donc la différence très claire avec la figure A, où on a le pourcentage d'alignement avec l'ARN ribosomal. Donc, lorsque on a ILMN, c'est Illumina. Et on regarde bien, on voit déjà qu'il y a une bonne déplétion lorsqu'on fait, donc, on a une bonne diminution donc, de la quantité d'ARN ribosomal avec le kit Ribo 0 d'Illumina, c'est clair, mais que la diminution est un peu plus
intéressante, on va dire, un peu plus forte avec le CRISPR-Cas, d'après les données présentées donc, dans cette comparaison. Et en termes dans la figure espèce bactérienne identifiée, on voit donc qu'on a assez aisément 1,49 et 2 qu'avec la méthode d'Illumina. Ce qui montre déjà donc, la puissance de après cette montre déjà donc, la puissance de comparaison. Ils se sont amusés à analyser donc des prélèvements nasopharyngés où ils ont juste procédé à la même approche et on constate assez aisément à la figure A que l'âge donc chez lorsqu'une déplétion, on a le site déplété à 96,28%. Et donc, on a une augmentation significative de la ribosome non eucaryote, ce qui est intéressant. Toujours, de nettement moins de un peu moins, ce qui montre que la différence est juste énorme entre un échantillon déplété et un échantillon non déplété par cette méthode. Et donc, en B, on a donc juste un résumé avec donc en bleu chilène, une besoin eucaryote. Et donc, on voit lorsqu'on a presque 60% de RN eucaryote, alors qu'on a toujours moins % de RN de eucaryote lorsqu'on fait la déplétion avec ce kit. Ce qui montre en gros l'efficacité vraiment de cette approche. Alors, on a après donc la phase donc où on utilise donc le CRISPR-Cas9, on a l'approche hybrid capture, donc le séquençage basé sur la capture hybride. Alors, pour résumer rapidement, on a donc de l'ADN, de l'ARN qui a été en fait qui a subi une rétrotranscription. Puis, on procède à la défragmentation de l'ADN. Puis, on a ces petits morceaux d'ADN vont être hybridés par capture et des sondes biotinées. Et ces sondes biotinées, donc, qui sont donc spécifiques donc, et qui vont agir par complémentarité, vont donc s'hybrider avec un pathogène donné. Ce sont des petits fragments. Donc là, ces petits fragments s'accrochent aux fragments d'ADN à différentes positions données. Puis, on a des billes qui vont être utilisées et ces billes sont des billes de streptavidine, donc qui vont être incubées avec donc les fragments d'ADN qui ont été biotinés. Évidemment, là, il y a une forte interaction entre la biotine et la streptavidine et ce qui va permettre donc maintenant après donc de faire une séparation magnétique donc et de garder seulement le matériel génétique qui a été biotiné. In fine, l'ADN ciblé, donc ce sera donc l'ADN qui a été ciblé par les amorces biotinylées, va donc persister. Et donc, c'est une manière de sélectionner les matériels génétiques d'intérêt avec donc des amorces ou des sondes biotinylées qui peuvent cibler le HIV, la dengue ou chikungunya, par exemple, et qui vont retenir uniquement le matériel génétique d'intérêt. Et là, on ne parle pas d'amplification, mais on parle juste de capture. Ce qui donc présente l'intérêt de ne même pas causer un risque d'erreur de réplication. Et là, on regarde vraiment l'information d'origine intacte. Et donc, comme exemple de quelques kits commerciaux qui existent, vous en avez ici 5, faits par Agilent notamment, et qui ont donc un
un rendement assez intéressant. On va parler tout à l'heure de BioSense, de Twist BioSense également, et également de VIR-CAPSEC. Et VIR-CAPSEC, c'est une approche euh, qui a été mise en place à Columbia, à l'Université de Columbia, où on a un peu moins de 2 millions d'oligonucléotides qui permettent de capturer un peu plus de 500 virus d'intérêt. Et donc, ils ont procédé à une analyse intéressante où ils comparent donc la méthode de séquençage habituelle en bleu, c'est-à-dire en gros sans biais, avec la méthode de capture hybride avec VIR-CAPSEC. Et donc, ce qu'on regarde avec quel que soit le virus, que ce soit la grippe, les entéro-68 ou la dengue ou le MERS-CoV, Ebola, on a systématiquement, et même quel que soit le type d'échantillon, on a une augmentation donc du nombre de reads générés après séquençage une fois qu'on a utilisé le VIR-CAPSEC. Et ça, c'est significatif par rapport à l'utilisation de la méthode standard. Donc, on a une augmentation de l'ordre de 100 à 1000, comme vous pouvez le voir dans la figure B, de 100 à 1000 en termes de rendement. Et de façon un peu plus intéressante même avec des charges virales très faibles, on avait le cas avec le West Nile par exemple, 100 copies par ml ont permis d'obtenir quand même un petit pourcentage du génome viral, permettant donc d'identifier au moins le pathogène d'intérêt. Une autre approche, un autre kit qui va la même approche, c'est le kit Twist BioSense, qui a différents panels. Là, je n'en montre que deux parce que c'est des panels qui sont, on va dire, d'intérêt pour nous. Donc, le panel compréhensif qui permet donc d'identifier théoriquement environ 3100 virus et qui est capable donc d'identifier jusqu'à 20% de divergence. Et donc, et un panel respiratoire qui permet, lui, par exemple, d'identifier 29 virus respiratoires les plus communs, les plus connus habituellement, et qui permet donc de détecter des co-infections et qui permet même d'avoir donc on le disait tout à l'heure, de détecter des échantillons qui ont des charges virales très faibles. Voilà, donc en gros, c'était un tour d'horizon rapide de quelques approches de métagénomique qui peuvent être d'intérêt et qui peuvent être, et surtout d'indiquer, parce que les stades sont partagés, quels peuvent être des outils d'intérêt pour de prochaines expérimentations. Voilà. Et donc, je reste bien entendu disponible pour toute question. Désolé encore une fois pour le retard et j'espère qu'on aura donc le temps d'échanger. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Donc, oui, s'il y a des questions, on peut prendre peut-être 2 questions. N'hésitez pas à prendre la parole directement ou poser la question dans la discussion. Oui, Wasfi. C'est Wasfi. Oui. De Pasteur Tunis, laboratoire biologie clinique. En fait, on travaille essentiellement sur les virus émergents et plus précisément sur les arbovirus. Et on tient à développer des outils métagénomiques pour screener nos prélèvements qui restent à étiologie inconnue après avoir recherché les phlébos et les flavis, essentiellement le West Nile et le Toscana. Mais par ces approches qui nous ont été présentées, est-il possible d'avoir une assez importante couverture pour pouvoir déterminer le génotype du virus détecté? Lequel virus détecté? Et aussi du côté couverture. West Nile, Toscana,
Mais ça n'empêche que certains prélèvements restent jusqu'à présent non identifiés pour des cas de méningite et atteinte neurologique. Est-ce possible d'utiliser tout en être sûr qu'on va avoir des résultats avec une profondeur de lecture assez importante pour être sûr du résultat? Merci beaucoup. Donc, voilà, donc c'est une question intéressante et c'est toujours la même question. Donc, en gros, là, je mets sur la slide One Serves All. C'est vrai sans être très vrai parce que, en fait, tout dépend du contexte. J'ai envie de dire qu'il faut, on doit vivre avec le fait que aucune méthode n'est infaillible. Donc, plus on est large, j'ai envie de dire, moins on a tendance à être sensible. Et donc, les approches que j'ai montrées, par exemple, les approches permettant d'avoir une approche métagénomique tout en ciblant des virus d'intérêt. Donc, vous voyez, je parlais de métagénomique en pouvant ajouter quand même quelques amorces spécifiques, permettrait potentiellement donc de cibler des virus d'intérêt que vous connaissez, que vous ciblez de façon routinière, tout en restant ayant une approche métagénomique, bien sûr avec le risque de perdre, de rater certains cas, parce que malheureusement, c'est le contexte. Oui. Est-ce que c'est possible de partager des protocoles qui ont déjà été validés pour avoir une idée sur les enzymes qu'on peut utiliser sur les protocoles précis? Absolument, absolument. L'idée, c'est je pense que l'idée d'AfroScreen de façon globale, l'idée de la recherche globalement, c'est de partager. Donc, oui, on l'a fait souvent et je pense je pense qu'il y a mon contact après ce webinaire, donc il n'y a aucun problème. OK. Merci. Je ne vois pas s'il y a des autres questions. Oui, Valérie? Oui, merci Nicole. Vous m'entendez? Oui. Merci Oui. Moussa pour cette présentation exhaustive. Moi, j'aurais deux petits points, deux petites questions. La méthode DASH que tu as mentionnée, tu as rapporté des résultats concernant la détection du génome bactérien, mais qu'en est-il de génomes viraux? D'accord. Et la deuxième question? Et as-tu évalué la sensibilité du kit Twist Illumina? Parce que comme tu le mentionnais, il détecte beaucoup de cibles. Moi, je me pose beaucoup de questions, en plus, au rapport du prix, sur la sensibilité de cette approche. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci. Et donc, pour l'approche DASH, oui, elle permet de détecter absolument les virus aussi. Initialement, ça a été même fait pour. Et donc, elle a l'avantage aussi de permettre de détecter non seulement les virus, les bactéries, mais tout type de, de, de pathogènes. Donc, il n'y a pas de spécificité à ce niveau. La seule limite de Dash, à la limite, ce serait dans le design des amorces de certaines amorces qui nécessiteraient peut-être quelquefois un accompagnement bioinformatique si nécessaire, si on fait donc de la masse. Hormis ça, ça marche parfaitement bien avec tous les parasites, tous les pathogènes. Ok, parce que la déplétion… Et pour la question… Oui, pardon. Je disais la déplétion a souvent un impact. C'est vrai que sur après la détection des agents pathogènes que tu cherches. Allô? Ça, je me posais la question. Allô? Tu as entendu la question? Peut-être pas. Parfois, ça coupe. Oui, on a l'impression. Où ça? Oui, oui. Mhm. Tu nous entends? Oui, parce qu'en fait, d'où l'intérêt de l'approche Dash, c'est… Oui, ça coupe un petit peu. Oui, je t'entends. Oui. Je pense que tu disais que donc, oui, la sur
Donc, oui, donc la- à, faire de déplétion enzymatique classique avec donc des amorces guides qui vont vraiment être beaucoup plus spécifiques. Et donc, en ce sens, on a très peu de risque d'érosion de sensibilité, même avec les bactéries. D'accord. Ça a été fait vraiment de façon assez optimale et je l'ai testé et c'est plutôt intéressant. OK. Et pour Twist, Et, alors? mais, Ouais. oui, et pour Twist, pour Twist, il est clair que c'est des amorces qui ont été faites in silico. Euh, il faut toujours être très prudent lorsqu'on dit 3005. Une sensibilité est souvent meilleure qu'une méthode, on va dire, sans biais, lorsque le virus est connu. Mais après, il y a souvent, il peut y avoir le risque, comme je l'ai dit, le twist ou la méthode hybrid capture de façon globale arrive à capturer jusqu'à 20% de divergence. Mais au-delà de ça, on rate tous les autres pathogènes. Donc, en gros, on a un petit risque de rater ce qui n'est pas connu ou très peu connu ou pas pris en compte dans le panel. Et donc, en gros, c'est un jeu d'équilibre ce qu'il faut avoir. Mais lorsque le pathogène vraiment est connu et vraiment identifié et qu'il a été pris en compte dans les 3100, en général, ça marche. Mais je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement encore, de tester tous les 3100. Bon, pour Oui, être bah honnête. oui. Oui. Mais je dirais, en tout cas, il a une très bonne, ouais, il a une très bonne, très bonne sensibilité. Mhm. Le seul bémol que je donnerais, j'ai présenté deux kits, deux panels, le panel compréhensif et le panel respiratoire. Le panel respiratoire est très propre. Donc, on parle de 29 degrés respiratoires. On a très peu de bruit de fond. On a généralement peu de matériel génétique de l'hôte, contrairement au compréhensif panel où, je dois l'avouer, on a, et ils le disent eux-mêmes, hein, dans Twist, il y a Oui, beaucoup de résidus de l'hôte qui restent. ouais, Donc, il c'est est très logique. difficile de faire le cleaning derrière. Ouais, c'est logique. Ouais. OK. Merci beaucoup, Moussa. Ok. Merci. On prend peut-être une toute dernière question pour ne pas prendre trop de retard. Pierre Roch voulait poser une question. Oui. Oui, oui, merci. Je vois qu'il a répondu en partie en complétant la question de tout à l'heure là. Et j'avais juste, apparemment, c'est sur la méthode Twist que tu as le meilleur retour. Et finalement, si tu avais une évaluation des coûts, ça t'a coûté combien d'identifier un nouveau pathogène ou, versus une méthode plus brutale comme celle qu'on avait dit au départ, à part tenant compte de la problématique de la sensibilité. Tu as une idée des différentes, du coût des différentes méthodes? Oui, ouais. Oui, en fait, alors, si, lorsqu'on a la méthode qui paraît Cas9, ouais, la méthode CRISPR-Cas9, donc que je présentais là initialement, donc la méthode pas commerciale, mais la méthode, on va dire, lorsqu'on fait on combine, on fait soi-même le CRISPR-Cas9 et qu'on procède pas après avec avec la fragmentation et tout ça, etc. C'est estimé à un peu moins de $8 par échantillon. Donc, c'est beaucoup moins cher que toute approche. Parce que on réduit les kits, on passe après la très petite étape à faire, en fait. Donc, on a juste une augmentation rapide et c'est tout. Donc, il va coûter a priori quand même une vingtaine de dollars
pour un échantillon contre un prix relativement un peu plus élevé, mais pas plus, on va dire ouais, 25 dollars, je dirais, pour l'échantillon, ce qui reste quand même assez intéressant par rapport à la méthode sans biais, qui actuellement commence à devenir un peu plus coûteuse. Oui. Donc, je dirais Twist, un peu moins coûteux actuellement, surtout si on joue sur les volumes de réaction, c'est-à-dire qu'on coupe un peu les réactions et tout ça. Et donc, après, VirCapSec est un peu plus cher, même si le rendement pour moi me paraît un peu moins bon. Et la méthode métagénomique classique avec Illumina, bien sûr, qui est très chère, parce que Illumina est assez haut. D'accord. Voilà. Donc, je dirais oui, pour le moment, il y a un très bon rendement. Et après, la prochaine option, c'est de voir avec le VSP, qui arrive, VSP, qui est un kit d'Illumina, qui Viral Surveillance Panel, qui fait 66 pathogènes et qui, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses en termes de sensibilité, de spécificité. Et l'idée, c'était de le tester également, même s'il coûte un peu plus cher. D'accord, merci. Oui, en gros, il faut quand même bien réfléchir à la question qu'on pose avant de choisir une des méthodes, en fait. Si tu cherches quelque chose qui envoie des panels décrits, ça peut être très intéressant. Si ça ne l'est pas, il faut revenir à la méthode maison, je pense. Qui, tu dis, finalement, est pas très cher. Mais bon, après, il faut quand même des gens formés pertinents là-dessus. Quand même des gens qui savent manipuler proprement. Oui, parce que oui, il faut dire, ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais. J'avoue que c'est un peu plus compliqué. Ouais, ouais, absolument. D'accord, Absolument. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Moussa, pour la présentation. Merci à tous d'avoir participé au webinaire et à bientôt donc. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.